Oui, donc on va parler de la Chambre des représentants, hein. Vous l'avez entendu, le risque de se retrouver impeach, empêché à partir de l'année prochaine, hein, dans un an exactement, parce que aujourd'hui c'était la date de la rentrée parlementaire du côté de la Chambre des représentants et du Sénat. Et donc dans un an, ça sera pareil. Il y a des élections avant ça, des élections de mi-mandat au mois de novembre. Évidemment, évidemment, on va suivre ces élections, on va jouer avec les cartes interactives, on va vous raconter les coulisses, on va vous parler de l'argent qui est dépensé, on va vous montrer les meilleurs spots publicitaires, on va décrypter tout ça et on va. Alors là, déjà, je vous préviens parce qu'il faut faire stocker les vitamines tout de suite. Pour la nuit électorale, hein, si vous avez aimé ce qu'on a fait le 4 novembre dernier, hein, qui avait été une nuit assez folle avec des Historique. résultats qui explosaient de partout, on avait suivi en gros 8-10 États sur la trentaine. Là, ce sont des élections dans la totalité des États-Unis où va se jouer l'impeachment non seulement de Donald Trump, mais de son cabinet et de ses ministres. Ça va être un moment extrêmement, extrêmement important. Et on sera là pour vous faire vivre. Alors, je ne sais pas, ça sera une émission, je vous préviens tout de suite, qui va durer 8 heures, qui va durer 10 heures, 12 heures, 14 heures. Mais on sera Mais là. on sera là. On sera là. Donc, vraiment, abonnez-vous pour ne rien rater. Je sais, on a du temps avant d'arriver là, mais on sera en direct. Et donc, c'est clairement dans l'esprit de Trump et c'est clairement dans l'esprit des républicains qui voient passer les sondages, soyons clairs, qui montrent que les démocrates sont dans une position extrêmement favorable à la Chambre des représentants. Certes, il peut encore se passer beaucoup de choses, et dans une position compétitive au Sénat, c'est pas pour rien qu'il y a un nombre record de républicains qui ont annoncé qu'ils préféraient prendre la retraite au lieu de se représenter. Ce n'est pas pour rien que Donald Trump tente tous les efforts possibles et imaginables pour refaire les cartes électorales, utiliser l'aide de SCOTUS pour tenter justement de récupérer quelques sièges au passage, plus d'autres stratégies dont on parlera dans les émissions. Mais on vous dit depuis quelques semaines, et on s'en est rendu compte avec par exemple l'utilisation de la discharge petition, hein, on a vu sur l'affaire Epstein, euh, euh, sur l'affaire Epstein, elle m'a surpris, je n'attendais pas à arriver à l'extraordinaire cette photo. Ça serait très bien d'en faire un emoji. Ouais. Ah, wait. Et donc, de voir on a vu avec ces discharge petitions que déjà, Mike Johnson avait des problèmes de majorité. On l'a vu dans le cadre de l'affaire Epstein. On va le revoir ce mois-ci avec la discharge petition sur la prolongation des aides pendant 3 ans de Obamacare, où il n'arrive plus à contrôler sa majorité. Et vous avez des républicains qui viennent soutenir des démarches démocrates et qui viennent voter avec des démocrates. Et je ne vous parle pas de Thomas Massie qui, en gros, systématiquement, vote désormais dans le camp démocrate, pas parce qu'il est devenu démocrate, loin de là, mais en opposition complète à Thomas Massie. À Donald Trump. Non, à Mike Johnson. Johnson. À Mike Johnson. À Mike Johnson. Et dans cet équilibre extrêmement serré de cette majorité, je vous rappelle que la majorité est à 218 voix, la décision de Marjorie Taylor Greene de démissionner, donc c'est officiel, elle a démissionné hier, le 5 janvier, elle a envoyé sa lettre. On remarquera qu'il y avait une pression des républicains pour qu'elle envoie sa lettre de démission avant le 5 janvier. Hein, tu peux la montrer, elle est là exactement. Elle a attendu le dernier moment. Pourquoi elle a attendu le dernier moment, d'après toi, Thomas? Pour embêter Trump. Oui, parce que, résultat, le gouverneur de la Géorgie, Kemp, ne pouvait pas, donc ça c'est la lettre pour annoncer, donc la lettre de Kemp, ne pouvait pas faire ce courrier-là pour annoncer la date de l'élection pour remplacer Marjorie Taylor Greene. En gros, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un délai légal. Donc là, il annonce que l'élection aura lieu le 10 mars
Et si Marjorie Taylor Greene avait envoyé sa lettre au moment où elle a annoncé sa démission, on était en plein fin du mois de novembre ou début du mois de décembre, bah, le processus aurait déjà été lancé et on aurait une élection plus tôt. Et là, en faisant cette démarche-là, elle met dans une position où il y a un siège vacant à la Chambre des représentants, c'est-à-dire que le nombre d'élus républicains vient encore de s'affaiblir. On va revenir sur ces calculs-là, mais il y a eu une nouvelle extrêmement importante en termes de calcul ce matin, qui a été annoncée par Donald Trump. Alors, c'est une tragédie, soyons clairs, tragédie avec la mort d'un élu, mais cette stratégie a des effets extrêmement importants sur le calcul de la Chambre des représentants. Et donc, ce matin, Trump a annoncé le décès soudain d'un élu républicain de Californie qui s'appelle Lamalfa, Doug Lamalfa. Et cet élu avait déjà annoncé qu'il allait continuer à se présenter, même si, avec le découpage électoral, on pensait que ça serait assez compliqué pour lui. Mais en tout cas, voilà. C'est-à-dire que avec son décès, les républicains viennent de perdre encore une voix. Donc, le départ de Marjorie Taylor Greene, le décès de Lamalfa, maintenant, il va devoir être remplacé. Ce qui est assez intéressant en termes de délai, c'est que maintenant, la balle est dans le camp de Gavin Newsom, qui peut demander une élection très rapidement, comme il peut faire traîner ce processus pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. On l'a vu que du côté du Texas, c'est un rappel, d'ailleurs, tiens, si tu peux nous montrer le tweet délai de Tim Miller, qui est un des journalistes de Bulwark, qui rappelle que Greg Abbott, du côté du Texas, ne s'est pas gêné à attendre presque 1 an pour ordonner une élection parce qu'il savait que c'était un démocrate qui allait être élu. Et donc, lui, il dit, Newsom devrait faire pareil. Je ne sais pas si Newsom va faire pareil, mais dans la réalité, au minimum, c'est un processus qui va prendre quelques semaines. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tout ce mois de janvier, Mike Johnson va se retrouver avec une majorité de 2 voix. De 2 voix. Ça veut dire que il ne peut pas se permettre qu'un Thomas Massie aille voter pour les démocrates, et il ne peut pas se permettre non plus, c'est extrêmement important, qu'un républicain soit absent au moment d'un vote. Parce que si un républicain, en étant élu, et c'est arrivé, et ça a été utilisé contre les démocrates et contre les républicains, où on profite de l'absence d'élus pour organiser en catastrophe un vote. On se rappelle, je ne me rappelle plus c'était quoi le vote l'année dernière, où ils savaient qu'un démocrate était hospitalisé pour un examen de santé, et ils avaient organisé le vote. On l'avait prévenu à l'hôpital, et il était venu depuis l'hôpital pour pouvoir voter, pour empêcher le passage. Je ne me souviens plus quel était le cadre de la loi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que donc, en janvier, donc, la majorité de Johnson, ça va être 2 voix. S'il y a un républicain qui décide, et donc Thomas Massie par exemple, qui décide d'aller voter, on se retrouve avec 1. Donc il faut qu'il y ait une présence parfaite. Mais le problème, c'est que cette présence parfaite est impossible. Parce que hier, vous allez voir, on est vraiment dans des circonstances particulières. Hier, du côté de l'Indiana, il y a un élu républicain qui s'appelle Jim Byrd, qui a 80 ans, a été impliqué dans un accident de voiture relativement grave. Et il va être hospitalisé pour les prochaines semaines. Ce qui veut dire que même si son poste
n'est pas vacant, Il ne pourra pas se présenter. il ne pourra pas être là au moment des votes. Ouais. Donc, ce qui veut dire que virtuellement, en janvier, on va se retrouver dans une position d'égalité. Mars, donc ça c'est en janvier. Février, ça va être encore pire. Parce qu'en février, il y a une élection du côté du Texas dans un des rares districts démocrates. Ce qui veut dire qu'en février, les démocrates vont avoir une voix de plus, un élu de plus. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité de Johnson en février, ça va être une voix. Une voix. En espérant que Baird soit sorti de l'hôpital, soit présent et pas en rééducation. Imaginez quand vous avez un accident de voiture, c'est toujours très compliqué, mais lorsque vous avez un accident de voiture grave et que vous avez 80 ans, donc imaginons qu'il va faire sa rééducation à la Chambre des représentants, donc que Baird soit là, que personne d'autre soit absent, quelles que soient les circonstances, et qu'un Thomas Massie décide de se dire « Non, mais je ne vais pas voter avec les démocrates ». Parce que virtuellement, en février, les démocrates vont se retrouver dans la position d'avoir une majorité à la Chambre des représentants. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que normalement, au mois de mars, avec les élections au 10 mars, on va se retrouver où les républicains vont retrouver une voix de plus avec le remplaçant de Marjorie Taylor Greene. Sauf que, elle est dans un district qui est républicain, qui est rouge foncé, MAGA. Il n'y a aucun problème, cela va être un républicain qui va être élu. Donc le calcul, il est bon à ce niveau-là, en se disant on va avoir un républicain. Mais le problème, c'est que c'est tellement facile d'être républicain, d'être élu si on est républicain dans ce district-là, que tous les républicains du coin se disent Je me présente. je vais me présenter. Et pour avoir un élu républicain le 10 mars, il faut qu'un candidat ait la majorité. Aujourd'hui, du côté du Atlanta Constitution Journal, on pense qu'il y aura entre 6 et 10 candidats républicains. Donc une sorte de super primaire. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne devrait pas y avoir de majorité et donc pas de gagnant le 10 mars. Ce serait fou. Ça Et la règle au niveau de la Géorgie, c'est que s'il n'y a pas de gagnant, il doit y avoir ce qu'on appelle un runoff, un deuxième tour. Mais ce n'est pas comme en France où le deuxième tour est la semaine suivante. Il y a une période de campagne. Ce qui veut dire que ça les repousse. Ça repousse de 4 semaines le délai légal pour avoir un élu. Et là, on arrive vers Pâques, qui est une période de vacances, une période religieuse extrêmement importante pour le Bible Belt, et il n'y a jamais d'élection pour Pâques. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre s'il y a un deuxième tour Ils vont se bloquer, après Pâques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mars-avril, c'est pas certain que Mike Johnson aille mieux électoralement. Et lorsqu'on arrive en avril, il y a une élection démocrate dans le New Jersey pour remplacer Sherrill, qui vient d'être élu gouverneur avec 18 points d'avance. Donc on sait que c'est un démocrate qui va gagner ce siège-là. Et donc virtuellement, en avril, d'avoir une majorité démocrate à la Chambre des représentants. Qui veut dire que Johnson serait remplacé. C'est fou de faire des calculs comme ça parce que voilà, on a vu déjà en 2025 comment ce genre de calcul était important. Repensez à Adelita, comment ce genre de calcul était important pour arriver aux 218 signatures, pour arriver à Epstein, comment déjà ce calendrier était joué, truqué pour essayer d'éviter et avoir ce délai. Ça veut dire que les mêmes genres de calculs sont en train d'être faits du côté de la Chambre pour ce calendrier-là. Se dire, mais comment est-ce qu'on évite ça? C'est fou, hein? Donc évidemment, on va suivre ça, mais je pense que l'emoji
à la fois du lame duck, parce que Donald Trump, sans majorité, vous l'avez vu, hein, il a dit, voilà, hein, si on perd la majorité, ils vont m'impeach. Hein, ils vont me traîner devant la justice parlementaire. Et il n'en veut pas, évidemment. Et c'est clair que l'emoji lame duck et l'emoji Mac Johnson, on va l'utiliser énormément dans les prochains mois. Alors, je vous propose quelque chose, c'est qu'on fasse une petite pause. Et vu qu'on parle de loi, vu qu'on parle de Johnson, on va partir sur le dossier Epstein. À tout de suite.